Salut. Bon alors avant toute chose, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, je t'envoie toute ma force et tout mon courage. J'espère que l'annonce de la prolongation du confinement n'a pas été trop difficile à accepter. J'espère que tu arrives à rendre ton quotidien agréable et sinon supportable. Alors il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, je t'ai demandé de quoi tu voudrais qu'on parle dans les prochains épisodes du confinement dans un podcast. Quel sujet on pourrait aborder. Tu m'en as proposé vraiment beaucoup. On a parlé de l'ennui la semaine dernière. Et cette semaine, on va parler de santé physique et puis aussi un petit peu de santé mentale. Alors tu vas essentiellement entendre la voix de l'une de mes amies et puis la mienne. Je te souhaite une bonne écoute. Moi, c'était le tout premier jour du confinement où il se trouve que j'ai eu très 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 mal au ventre et du coup mes parents ont essayé d'appeler le médecin. Il était à peu près 13h30, 14h et le médecin n'avait pas de rendez-vous de dispo avant 17h30 et moi j'essayais de dire à mes parents que je souffrais le martyre et que je ne me voyais pas attendre aussi longtemps. Du coup, on a décidé de m'emmener aux urgences. Donc d'abord, mes parents ont appelé les urgences de l'hôpital qui est près de chez moi. Et ils nous ont dit qu'il valait mieux qu'on aille, dans ces conditions, qu'on aille dans une clinique privée. Donc, on s'est rendu dans une clinique privée près de chez moi. Donc, dans la partie urgence de la clinique. Et il n'y avait pas énormément de monde, je trouvais. Il y avait une dame qui était en train d'être prise en charge et deux autres dames qui attendaient. Et donc, on est rentré avec ma mère. Avec les infirmières qui sont à l'accueil, il faut donner ces informations, où est-ce qu'on a mal, etc. etc. Et donc, quand elles ont vu que j'étais majeure, elles ont dit à ma mère vous ne pouvez pas rester ici, vous devez attendre dehors. Donc je devais attendre qu'on me prenne en charge en attendant toute seule dans la salle d'attente pour éviter qu'il y ait trop de gens au même endroit. Donc ma mère est sortie et j'ai essayé de trouver une position sur les chaises pour ne pas avoir trop mal. Et il y avait un seul médecin aux urgences de cette clinique privée. Et comme d'habitude en fait. Et donc j'ai attendu assez longtemps. Et pendant que j'attendais, j'ai entendu quelqu'un parler aux infirmières et il leur disait qu'apparemment l'hôpital envoyait les urgences vers la polyclinique privée. Pardon. Et ce monsieur disait il faut qu'ils arrêtent de faire ça parce que nous on va être débordés quoi. Donc là j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien. Et les dames qui attendaient avec moi, elles ont dit oui nous on est allés à l'hôpital et on nous a envoyés ici. Et moi j'ai dit nous on a appelé l'hôpital et ils nous ont demandé de venir ici. Et donc ils avaient l'air assez étonnés, pas très contents, etc. Ils étaient un peu que s'ils envoyaient toutes les urgences qui n'étaient pas liées au coronavirus, ici, ils allaient être débordés. Déjà que pour eux, apparemment, d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, c'était une grosse journée. Il y avait beaucoup de gens par rapport à d'habitude et par rapport au personnel disponible. Les infirmières, elles font le travail de secrétariat en même temps. Elles font un peu tout. Et elles étaient un peu débordées. Elles n'étaient pas très nombreuses. Il y avait un seul médecin et le médecin, je suis pas souvent allée aux urgences. D'ailleurs, j'ai pas été hospitalisée beaucoup. La dernière fois que j'étais hospitalisée, j'avais 3 ans. Et le médecin, il faisait tout pour bien travailler, travailler dans des bonnes conditions et prendre le temps de bien analyser chaque situation. Et ça, c'est vraiment important de ne pas se presser juste parce qu'il y a plus de monde que d'habitude. Même si j'avais très très mal et que j'essayais de faire les yeux doux aux infirmières et aux médecins, j'attendais mon tour, quoi.
c'est comme ça. Et au bout de quelques heures où j'ai attendu en ayant très très mal, j'essayais de regarder ma mère et des fois elle s'approchait de la polyclinique et je la voyais à travers la vitre et j'avais des larmes aux yeux et je voyais qu'elle aussi, elle avait une petite larme. Enfin, c'était pas facile d'attendre seule en fait et d'avoir très mal. Et les deux femmes qui étaient là, elles avaient pas l'air de souffrir beaucoup et je savais pas, je devais juste attendre avec ma douleur. Enfin, c'était, mais ça n'a pas, je pense que ça n'a rien à voir avec le confinement. Ça, c'est les urgences, c'est-à-dire que le premier arrivé, c'est le premier pris en charge. Donc ça se passe comme ça d'habitude. Donc, mais c'est le fait de devoir regarder ma mère à travers la vitre et que je vois qu'elle s'inquiète et puis qu'elle voit que j'ai mal et qu'elle peut rien faire de plus, quoi. Donc quand le médecin m'a pris en charge, donc il a fait son diagnostic, il m'a dit ce que j'avais et il a pris le temps de bien analyser la situation. Donc il m'a dit que je devais être opérée d'urgence et que j'allais être opérée dès le lendemain et qu'il avait appelé le chirurgien et que oui, il fallait que ce soit fait en urgence. Et du coup, je devais rester la nuit même à l'hôpital, enfin aux urgences, dans le pôle chirurgie. Donc là, cette fois, c'était mon père qui était là. Ma mère, elle est restée plusieurs heures quand même et elle a échangé avec mon père à un moment donné. Et mon père, il est allé voir le médecin lui a expliqué la situation. Donc ça, c'était vraiment très cool que ce soit le médecin qui lui explique et pas moi. Et donc je devais monter dans les chambres, là-haut, mais j'avais pas d'affaires, donc mon père a demandé s'il pouvait ramener des affaires. Évidemment, il ne peut pas monter jusqu'aux chambres. De toute manière, l'accueil est fermé, c'est une polyclinique privée, donc c'est particulier. Et du coup, il allait chercher des affaires et c'est l'infirmière qui m'a monté le sac. Elle est restée un peu plus pour pouvoir me l'apporter. Enfin, c'était vraiment adorable de sa part. Ce qui a été difficile, c'est de ne pas avoir de visite du tout. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont seules toute l'année, qui n'ont personne, etc. Mais là, donc, je suis restée une nuit, ensuite je me suis fait opérer et après l'opération, j'ai vu personne. J'ai même pas vu le chirurgien parce qu'il avait fini sa journée. Donc c'était très stressant de ne pas voir mes parents, mais bon, bien évidemment, on s'est appelé tous les jours. J'ai donné des nouvelles tous les jours, etc. Mais je suis restée 5 jours, 4 jours et demi. Et les infirmières étaient là, elles étaient vraiment présentes et elles étaient vraiment super. Elles étaient vraiment toutes super, les aides-soignantes, les infirmières. Donc dans le pôle chirurgie, j'ai pas trop ressenti la présence du coronavirus parce que dans le pôle chirurgie, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, au moment où j'y étais, les chambres n'étaient pas utilisées pour accueillir d'autres personnes que des personnes qui devaient subir une opération chirurgicale. Donc les couloirs étaient quand même assez vides là où j'étais. J'ai pas eu beaucoup de voisines. Et j'ai eu par exemple une voisine qui est restée juste une journée, quoi. Elle est arrivée le matin, elle s'est fait opérer l'après-midi. Et quand elle est revenue de son opération, le chirurgien elle est venu la voir et lui a dit écoutez, vous partez ce soir, ça s'est très bien passé, vous êtes en état de partir. Et puis il a dit quelque chose comme dans cette période, il vaut mieux qu'il y ait des lits disponibles. Donc ils avaient annulé toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes. Donc c'est pour ça que les lits étaient vides. En fait, d'habitude, c'est pas comme ça. Il y a plus de personnes en chirurgie, mais là, ils ont annulé tout ce qui n'était pas urgent. Après, le chirurgien m'a dit que j'avais besoin d'un suivi auprès d'un ou d'une gynécologue. Mais je dois d'abord prendre rendez-vous avec lui. Et j'avais un rendez-vous de fixé pour le 14 avril, mais comme le confinement dure plus longtemps que ça, on m'a appelé pour me dire pour me demander si j'avais mal ou si ça cicatrisait mal, et j'ai dit que tout allait bien. Et du coup,
on m'a dit que le rendez-vous allait être repoussé parce qu'il ne prenait que les rendez-vous urgents. Donc mon rendez-vous est repoussé fin mai, et donc je pense pas pouvoir prendre rendez-vous non plus avec un ou une gynécologue tout de suite. Je vais devoir attendre que le confinement se calme. Donc au niveau du suivi, je dois attendre un petit peu. Et alors c'est intéressant parce que du coup on est plusieurs dans mon entourage à s'être posé la question de l'avortement en temps de confinement. Du coup on a fait des recherches rapides et si jamais tu te poses la question, l'IVG médicamenteuse est officiellement allongée à 9 semaines à domicile. Alors, en termes de santé mentale, je dois bien avouer que je suis passée par différentes étapes. J'ai commencé par me sentir relativement mal parce que l'annonce du confinement a eu lieu à un moment où j'étais déjà en période prémenstruelle, si je me souviens bien. Donc généralement c'est une période où je vais pas très très bien, où je me sens généralement triste, fatiguée, nulle, pas intéressante, pas à ma place, illégitime, etc. etc. Donc c'était déjà pas un moment hyper facile pour moi et donc le confinement a été annoncé. J'ai eu de la chance parce que je me suis retrouvée avec ma famille. Donc ça a été au début très compliqué d'accepter que j'allais pas bien et d'accepter que j'étais dans ce contexte-là avec ces personnes-là parce que généralement moi je vis globalement seule ou parfois avec ma copine mais globalement j'ai une vie d'étudiante, je fais les choses à mon rythme comme je l'entends, j'ai mes rituels et tout. Et donc le fait d'aller mal en période prémenstruelle, c'est un truc que j'ai qui est comme ça et auquel j'ai tendance à me laisser aller parce que sinon je suis crevée, deux fois plus crevée physiquement et moralement. Mais là du coup c'était compliqué parce que j'avais pas forcément envie que ma famille subisse le fait que j'aille pas bien. Et donc c'était un peu difficile de trouver un équilibre. Pour moi en tout cas. C'était difficile de me sentir à ma place, c'était difficile d'accepter que je vivais pas le confinement avec ma copine, malgré le fait que je sache que tout allait bien, que j'étais avec des personnes que j'étais complètement en sécurité. Il y a quand même des choses qui faisaient que je me sentais pas tout à fait bien, quoi. Donc voilà, ensuite je suis passée par une période d'acceptation, je pense, où là j'ai vraiment surtout profité du temps que j'avais pour passer ce temps-là avec ma famille, continuer à bosser parce que ça me paraissait important à ce moment-là. Et j'ai pris le temps de me rendre compte que c'était quand même incroyable parce que je me retrouvais confinée avec des personnes que j'étais pas censée voir pendant 4 mois, avec ma nièce que j'étais pas censée voir grandir pendant 4 mois. Et en fait là je me retrouve à vivre avec elle, à la voir évoluer au quotidien et je l'ai déjà dit, hein, mais c'est incroyable et ça me remplit de bonheur et de joie tous les jours. Ça fait quelques jours que je me rends compte que vraiment je me sens bien. Euh, Il y a beaucoup de choses encore que je trouve très injustes. Il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, hein. Je pense que c'est normal. Mais globalement, je suis hyper bien. Et je vois que ma nièce a l'air d'aller bien. On rigole beaucoup. Et puis j'ai l'impression que ma copine va bien aussi. Et ça me rassure. Et je suis contente. Donc globalement, ouais, je suis assez contente. Ma grand-mère est confinée dans un EHPAD. Et donc elle ne peut pas recevoir de visite, elle peut voir personne comme toutes les personnes qui sont dans un EHPAD. Il y a quelque chose qui s'est mis en place pendant ce confinement que je trouve vraiment très chouette. C'est qu'il y a des élèves d'une école primaire pas loin de l'EHPAD qui ont fait des dessins pour les résidents de l'EHPAD et ils les ont envoyés. L'EHPAD les a reçus par mail et ils les ont imprimés, ils les ont affichés sur les murs de l'EHPAD. Et il y a quelques résidents, dont ma grand-mère, qui ont fait une photo pour les enfants avec un panneau avec écrit dessus merci. Et
c'est vraiment ce genre de choses que je trouve très chouette, ce genre de petits trucs de rien, mais qui remontent un peu le moral, quoi. Et non, je trouve que c'est bien de mettre ce genre de choses en place. Et aussi, le personnel de l'EHPAD a décidé de mettre en place des séances Skype. Donc ils ont un ordinateur avec Skype d'installer dessus, avec un compte de l'EHPAD. Et chacun leur tour, les résidents peuvent communiquer par Skype avec des membres de leur famille. Donc par exemple pour ma grand-mère, c'est tous les mercredis, une séance Skype. Et puis mon père, ses frères et ses sœurs, chacun leur tour, peuvent discuter avec elle par Skype. Et sinon, il y a aussi des coups de téléphone tous les jours à 14h. Donc avec une l'aide-soignante au début qui explique comment ça se passe, comment ça va. Elle prend le temps chaque jour d'expliquer et voilà, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup à Juliette d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'espère que le confinement pour toi ça se passe bien. Si c'est le cas et même si ça ne l'est pas, je t'envoie toute ma force et tout mon courage. Je te propose qu'on essaie de se retrouver samedi prochain, même endroit et presque même heure. À samedi, bisous.